Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 79e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 11 juillet 2022. Tristan, toujours aux îles de la Madeleine, mais pour une dernière semaine cette fois. Oh yes! Yes. Comment ça va? Ça va toi? Moi, ouais, c'est ça. Écoute, c'est spécial. Là. C'est comme la semaine où on se croise, en fait. Là. Moi, je reviens, toi, tu vas partir. Hein. C'est ça. Je peux avoir la tête pas en paix. Je suis pas mal sûr que tous mes petits amis entrepreneurs et puis travailleurs autonomes ressentent ce que je ressens en ce moment. C'est ça. On parlait de ça avant de débuter l'enregistrement. Toutes tes préoccupations, tous tes soucis avant de partir. Jamais facile. Je pense que ça fait 2 heures que je suis soupé non-stop. Ouais, fait que c'est un espèce d'avertissement que là, tu vas peut-être soupirer aussi pendant ça se peut qu'il y ait quelques petits soupirs. Mais écoute, au moins ton ami, ton ordinateur va te suivre de toute façon, si jamais il y a des urgences. Il va me suivre, mais tu sais, l'idée, j'aimerais ça, tu sais, je prends des vacances une fois par jamais, j'aimerais vraiment ça, être capable de genre, le checker un petit peu, mais comme pas, tu sais, pas passer du temps long, tu sais, pas passer plus que, en tout cas, je sais pas, là, je dis ça, je vais l'amener. C'est bon. Fait que, ouais, c'est ça, là. En plus de ça, ben là, vu que je serai pas là la semaine prochaine, le podcast va prendre une pause également. Une petite relâche. Une petite relâche, je crois. Pour une semaine sûre, peut-être 2, ça sera à voir. Car c'est ça, on verra. C'est où l'avenir nous mènera. Ouais. Mais, ça m'a pas empêché d'avoir un martini, par exemple. Ça, c'est bien. Là, t'as-tu quelque chose de nouveau? T'as-tu de quoi à nous faire découvrir? T'as-tu... J'ai pas quelque chose de nouveau, mais hier, j'étais allé chez un de mes amis pour faire un petit pool party en fin d'après-midi. OK. Puis c'est un grand fan de martini depuis peu, mais là... Ah, c'est celui qui faisait... qui était un peu un petit peu trop tombé dedans aussi, à un moment donné? Ouais, il les aime tellement qu'il peut en boire 4-5 dans la même soirée. Ouais, c'est ça, ok, c'est beau. Ça. Je le replace. C'est ça. Fait que... non, en fait, il m'a fait un martini hier avec du récif, là, qu'on connaît tous, qui est délicieux. Mais là, je viens de le faire, moi, avec du Bombay, l'ami, aujourd'hui, parce que j'avais rien d'autre. Puis j'arrive sur le fond de bouteille, puis j'ai pas le temps d'aller. En voyage, de toute façon. C'est ça. C'est pas le temps d'en où je vais, il y a des martinis, fait que je vous en donnerai une nouvelle. Mais non, tu mets... puis ils font ça souvent dans les restaurants aussi. Dans le fond, tu mets ton verre à martini, tu le remplis de glace avant de faire ton martini. Ouais. Puis là, ben, tu fais ton mélange dans le shaker. Donc, moi, tout le temps, la quantité que je mets habituellement, c'est 2 parts de gin, 1 part de vermouth et 1 part de jus d'olive. Ouais. Mais là, ce qu'il faisait, lui, hier, c'est qu'il a mis ses olives dans le shaker. Avant, en le shakant. Puis je sais pas si c'est quoi que ça fait, mais je trouvais qu'il était vraiment particulièrement bon hier. Attends, là, 2 secondes. Là. Je veux juste être sûr de comprendre. Les olives sont dans le shaker pendant tout le processus. Puis que ça shake, tout ça, puis ça... Ben écoute, ma question, la première question qui me vient à l'esprit, c'est ça endommage pas les olives un peu? Ben là, je veux dire, c'est pas un marteau-piqueur non plus. Ok, mais ça prend des olives avec des noyaux, parce que Non, c'était des olives pas de noyaux, des bonnes vieilles grosses, là. Ah ouais, ok. Puis moi aussi, au début, je m'étais dit ça, il va le shaker, ça va tout péter les olives, mais non, je le sais pas. Pour vrai, ça donne vraiment un petit quelque chose, on dirait. OK. Ça goûte plus. En tout cas, il était bien bon, puis là, je viens de le faire, tu vois, puis je trouve qu'il est bon aussi. OK, c'est intéressant. Écoute, je vais essayer. En plus, fait que le jus d'olive et les olives en même temps, tout dans le même. Exact. Puis après ça, tu reprends tes olives dans le shaker, puis tu les remets dans ton verre. Avec une petite cuillère, tu les remets dans ton verre. Hein. Ou avec ton doigt, c'est ça. Là. Ça doit faire. Premièrement, les olives doivent être froides sans bon sens. Ouais, puis le fait de mettre de la glace dans le verre aussi avant refroidit le verre. Ouais, mais ça, je devrais commencer à le faire plus pour vrai. Là. C'est vrai que dans les restaurants, ils font ça. Puis à toutes les fois, moi, j'ai juge, mais en fait, je pense que c'est une bonne idée. C'est un peu comme quand tu cuisines du tartare, mettons, puis tu devrais le faire tout le temps dans un double bol, là, un bol de glace en dessous, puis ton bol
où est-ce que tu fais ton tartare dedans par-dessus, là, pour que ça reste froid tout le temps. Mais, ouais, ok. C'est bon à savoir, je vais essayer ça à mon retour, parce que moi, je suis sur une... on se rappelle que je suis sur une... non, c'est pas vrai. J'allais dire, je suis sur une cure de martini depuis que je suis ici, mais cette semaine, j'étais allé au restaurant, puis j'ai bu un martini, c'était très bon. À quoi? C'est un martini très, très classique, sauf que eux, ils le faisaient avec le gin des Subversifs, dont je veux dire le nom, puis tu sais, ils ont des noms de madame, là, les gins des Subversifs avec les vieux étiquettes, là. Puis là, je veux dire le Sophia, nom. Ça se peut-tu? Ben, j'ai Sophie ou Marie-Antoinette, ça se peut-tu, un enfant de maman? En tout cas, un de ceux-là. Bref, c'était très bon. J'ai quand même pris le temps de t'envoyer une petite photo pour te montrer un des gins qui trônait sur leurs étagères à côté des gins pour le martini. Ouais. Mais, un mauvais souvenir. un mauvais souvenir de fête foraine. Mais c'est ça. Non, mais sinon, ça a été mon seul martini depuis que je suis ici. Là, j'ai hâte de revenir à la fin de la semaine pour renouer avec mes martinis, reprendre les gins chez nous. En tout cas, ça va me faire du bien. Bon, ben that's it. Ah, mais vendredi, c'est vrai, j'étais allé au resto, j'ai pris un au Très Carré. Je sais pas si on en avait déjà parlé du Très Carré. Oui, c'est moi. Moi, je l'ai acheté, ce gin-là, Très Carré. Ouais. Hein. Il était bien bon. Ouais. Ben, je suis pas mal sûr, c'est ça. En tout cas, j'avais demandé ça, puis sur la facture, c'était écrit un Saint-Laurent, mais ça goûtait pas le Saint-Laurent. Fait que c'était Très Carré. Bon. Il m'a juste coûté plus cher que prévu. Ben, peut-être pas, c'était peut-être le même prix, c'est pour ça qu'il l'a punché comme ça aussi. Là. Non, c'était pas le même prix. Oh, oups. Je te confirme. Parce que je sais lire, j'ai lu le menu. Oh, ça sent la petite plainte ici. Pas de name dropping. Non, j'avais pas de name dropping. Non, là, je voulais juste dire que... Ouais, je sais, j'ai entendu ta transition aussi, mais je voulais juste dire que c'est important de pas faire de name dropping. Ta transition je fais pas de name dropping. Pour vrai, extraordinaire. c'est un très bon restaurant que j'aime beaucoup. Fait que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Ta transition était subtile, bien placée, extraordinaire, cousue de fil doré. C'était magnifique. C'est ça. Fait que sûrement que vous avez peut-être pas compris. Parce que c'était pas si clair, même moi j'étais mêlé. Mais aujourd'hui, on s'est dit que ça allait être un épisode peut-être plus léger et on se transforme en chronique littéraire. Ouais! Pour vous donner, dans le fond, des suggestions de lecture. Ben là, c'est les vacances qui arrivent pour tout le monde, ou soit vous êtes déjà en vacances ou vous allez l'être dans pas long. Puis vous demandez peut-être quoi lire. Donc, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit top de nos livres, soit lecture du moment, des livres qu'on a lus, qu'on a aimés ou qu'on est en train de lire. Peut-être pour vous inspirer. C'est ça, aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Marc-Antoine? Je dis ça parce que je sais que t'as genre une pile de livres à côté de toi. Puis que t'essayes de lire 10 pages. Hey, en fait, ma première question, c'est est-ce que t'as encore cette bonne habitude-là que t'avais pris de lire 10 pages par jour? Soupir numéro 1. Ben, en fait, je t'avoue que depuis un bout de temps, je l'ai comme abandonné un peu, là. Malheureusement. Là, on dirait que. Puis tu sais, c'est vraiment une excuse boboche de dire je manque de temps. Là, parce que faut que tu prennes le temps. Mais ouais, non, ça fait un bout de temps. Va falloir que je m'y remette là. Parce que là, la business, j'ai plus de clients encore, ça me prend plus de temps. Je veux absolument me garder au moins 1 heure là, le midi pour m'entraîner. Fait que après ça, la lecture, ça se limite pas mal à mes courriels, mes infolettes de marketing. Fait que non des lectures de livres en ce moment. OK. Ouais, malheureusement. Excellent. Mais sinon... Là, effectivement, j'en ai sur ma table de chevet des livres, puis c'est ça, ils sont tous commencés, puis la plupart sont pas finis. T'en as, par curiosité, t'en as combien d'entamés en ce moment? Ben là, je dois en avoir 6 d'entamés en ce moment. OK, quand même. Ouais. De sujets tous aussi variés les uns que les autres? Ouais, surtout des trucs business, mettons, ou des trucs qui ont rapport avec ma job, c'est ça, ça, pour vrai, j'ai pas le temps de lire des romans. Ben non, mais tu sais, c'est pas ça le but non plus aujourd'hui. Ça peut être des livres pour la business ou, tu sais, c'est des très bonnes suggestions aussi. Là. Ouais. Ben, en fait, je peux peut-être te parler d'un que j'ai bien aimé, que lui, je l'ai lu au complet. Ah, puis, ça c'est bien. J'en ai déjà parlé, en fait, aussi dans le podcast, dans un autre épisode. Puis là, je viens de l'ouvrir, puis je viens de tomber sur une photo de ma fille à 7 mois. C'est vraiment cute. C'était mon signet, probablement. Le livre s'appelle Build to Sell, donc tu vas t'en rappeler. Ah, ben oui, on en a déjà parlé, mais tu l'as finalement lu au complet? Je l'ai lu au complet. Il est pas très long. C'est un livre de John Warrillow.
combien de pages? À peu près 200 pages, là. C'est même pas 155 pages, là, quelque chose comme ça. Okay. Qui est un petit guide pratique pour les entrepreneurs, mettons. Qui est l'objectif, c'est de partir une business, dans le fond, qui peut fonctionner sans toi. Donc, qui te permet justement de peut-être prendre des vacances et de pas t'inquiéter. On voit que ça a bien fonctionné pour moi. de pas de pouvoir être là puis que ta business roule tout seul quand même, tu sais. Fait que l'idée derrière ça, c'est d'éventuellement peut-être vendre ta business. Fait que, surtout pour, tu sais, si t'as une business de produits, c'est plus facile, mettons, à revendre que si t'as une business de service. Parce que les services, en général, c'est surtout quand tu l'apportes comme un travailleur autonome, ben, le service, c'est pas mal toi qui le donne. Fait que les clients font affaire avec toi parce que c'est toi. Fait que ça donne des trucs, dans le fond, ce livre-là, pour bâtir des processus, même si tu as une compagnie de service. Puis c'est bon parce que ce livre-là, c'est un livre, le narrateur, si tu veux, la personne, c'est bâti un petit peu comme pas comme ben oui, comme un roman, en fait. C'est bâti un peu comme une histoire, dans le fond. Puis le personnage, dans le fond, qui est principal, c'est un propriétaire d'agence de pub. Fait que moi, ça me rejoignait quand même bien. Puis il faisait des logos, il faisait des stratégies marketing. Il faisait tout un peu. Je fais pas de logo, mais il faisait un peu de tout, dans le fond. Puis il a rencontré, mettons, son mentor, qui disait, ben là, si tu fais un peu de tout, puis que c'est toi la personne principale de la compagnie, jamais tu vas être capable de sortir de là, puis jamais tu vas être capable de vendre. Fait que prends ton centre de profit principal, établis un processus pour rendre ça, dans le fond, comme si c'était un produit, même si c'est un service, et que tu peux donner une recette ou une méthode à suivre à des nouvelles personnes que tu vas embaucher qui vont exactement savoir quelle méthode prendre pour faire avancer, dans le fond, pour mettons, lui, c'était des logos qu'il allait faire. Fait que il y a comme un processus de, je sais pas, mettons, 8 étapes qu'ils doivent suivre dans le processus de création d'un logo. Fait que lui est capable, finalement, de pas être là puis que les employés savent tout se fasse tout seul, même s'il n'est pas... Okay. C'est vraiment un bon livre, honnêtement. Je crois que je vais le ramener en vacances. Je dis ça parce que pendant que j'en parle, j'y repense, puis il y a plein de trucs là-dedans que je me dis, hey, ça c'est bon, puis que j'ai peut-être un peu oublié, puis que j'ai peut-être tendance à moins faire, fait que ça va peut-être me recadrer un petit peu là, de mon côté. T'es-tu, ça m'amène une question. T'es-tu le genre de personne qui est capable de relire un livre une deuxième fois? Ouais. Sans problème? Ouais. Sans te, comment je te dirais ça, sans te sans te décourager ou Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais parce que, tu sais, moi, exemple, je lis un livre une fois. Ouais. Je l'ai lu une fois. Je veux dire, tu sais, je vais comme pas voir le bien fondé de le relire une deuxième fois. Je sais pas si tu comprends. Ça dépend vraiment du type de livre. Ben franchement, ça, je le considère un peu comme un bon guide pratique, puis c'est motivant quand même. Il est vraiment bien écrit, ce livre-là. Fait que je n'aurais aucune misère à le lire 2 fois. C'est sûr qu'un roman où est-ce que tu y a un punch puis que tu sais c'est qui, mettons un roman policier, tu sais c'est qui le tueur à la fin, c'est un peu comme regarder le même film plus qu'une fois. Oui. Je sais pas si toi tu fais ça, moi souvent des films, c'est pas rare que je vais en avoir vu un plus qu'une fois. Mais... je peux regarder un film plus qu'une fois, mais je vais me tanner, puis souvent je les réécoute une deuxième fois, à moins des classiques, là, mais sinon je vais, tu sais, à savoir trop ce qui s'en vient, je vais juste me désintéresser, je vais le regarder. C'est ça, tu sais. Mais non, des livres comme ça, je trouve que ça peut être des guides pratiques où sans nécessairement les relire, tu sais, plus attentivement, tu sais un petit peu où aller chercher de l'information dedans. Puis tu peux le lire un peu plus vite aussi, probablement la deuxième fois. Parce que souvent, tu sais, c'est gros. Ben lui, il est pas gros, mais des fois, il y a des livres plus gros où est-ce que tu as bien beau le lire juste une fois, c'est sûr que tu retiens pas tout ce que tu as lu, tu sais. À moins que tu prennes des notes en faisant ça. Toi, tu fais ça, prendre des notes en lisant? Dans le livre, tu veux dire? Ben, pas dans le livre ou moi, ailleurs. Avant, je faisais ça dans le livre, puis, tu sais, des fois, souligner des affaires, tout ça, j'ai arrêté de faire ça. C'est sûr que si tu relis pas le livre après. Non, mais pas juste pour ça, là. C'est pas une question de pas relire le livre après, mais c'est une question de... tu sais, après ça, justement, au contraire, si tu le relis, on dirait que tu vas trop mettre l'attention sur ces notes-là puis ces affaires-là que tu as soulignées, puis tu vas... Tu sais, écoute, moi, quand je lis un livre, mettons, 2 fois, clairement, ma deuxième lecture va pas avoir suscité la même chose chez moi que la première. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ou... Ouais, ben, je vais pas retenir les mêmes éléments, je vais pas... Tu sais, parce que, premièrement, on évolue.
Deuxièmement, quand tu lis une livre une première fois, il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête, des découvertes, tu penses à un paquet d'affaires. Quand tu vas le relire une deuxième fois, il y a d'autres subtilités puis de choses que tu vas... C'est ça, parce qu'il y a peut-être des affaires que tu as assimilées dans la première lecture qui, la deuxième fois, t'es comme rendu ailleurs, mettons, puis ça, c'est clair. Puis là, il y a un autre concept qui arrive, puis peut-être que tu as mis des choses en pratique aussi entre ta première lecture. Là, je parle vraiment pour un livre style business, mettons. Ouais. Il y a peut-être des trucs que tu as mis en pratique entre ta première et ta deuxième lecture, puis là, tu arrives devant un autre obstacle qui est répondu aussi par le même livre, mais que tu n'avais pas nécessairement porté attention la première fois parce que tu n'étais pas encore à cette étape-là dans ton cheminement. T'sais. Exact. Fait que non, tu sais, c'est tout ça pour dire que c'est plus... je fais moins ça, je trouvais ça plus touché à un moment donné parce que justement, je relisais puis je me butais aux notes que j'avais pris la première fois, donc aux premières choses que j'avais assimilées. Puis on dirait que tu te concentres pas sur d'autres choses que tu pourrais ressortir d'une deuxième lecture d'un livre. Fait que j'ai arrêté de faire ça. Bon. Ouais. Fait que Build to Sell. Build to Sell. Première recommandation. Première recommandation. En as-tu écoute, moi je suis rentré, je suis plongé dans un livre pendant que j'étais aux îles de la Madeleine. Je suis un chercheur d'art. Je pense que j'en avais parlé un peu aussi. C'est le livre de Guillaume Dulude. Guillaume Dulude, il a fait une émission à la télé, je pense que ça s'appelle Tribal. Le gars, il a fait son doctorat en psychologie. C'est un très, 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 très érudit, vraiment intéressant. Lui, il se déplaçait dans son émission de télévision, il se déplaçait dans des tribus en fait, je vais dire très autochtones, pas nécessairement autochtones, mais dans des tribus qui sont coupées du monde quand même moderne un peu partout dans le monde. Puis son objectif, c'est de se faire ami, si tu veux, ou accepter dans les tribus en l'espace d'une couple de jours. Sans nécessairement parler la langue, sans nécessairement connaître leurs mœurs, leurs traditions, rien de ça, mais d'arriver à établir le contact puis d'être accepté dans la tribu en dedans d'une couple de jours. J'espère qu'il n'a pas été essayé ça à l'île des Sentinelles. L'île des Sentinelles, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça. C'est une île, c'est la seule île qui est pas peuplée, qu'il y a un peuple d'Indiens qui habite là, puis personne n'a jamais réussi à toffer plus que genre une journée là-bas. Là. Il tue le monde qui arrive proche. Ah ouais, il me semble qu'il y a une histoire dernièrement, il y a une couple d'années, là, d'un gars qui avait un journaliste là, qui a essayé ou. Ouais. Je pense pas qu'il est allé là encore, mais en tout cas, il est allé dans des tribus un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie. Et son livre est franchement intéressant. C'est sur les mécanismes de communication puis de relations humaines. Puis écoute, si tu savais, c'est une mine d'or, là, en fait, là, pour tout ce qui est relations au niveau, justement, tu sais, tu peux l'appliquer au monde des affaires. C'est ça que je trouve intéressant là-dedans. C'est que tu peux appliquer ça au monde des affaires, tu peux appliquer ça en tant que, justement, travailleur autonome, entrepreneur, les relations que tu as avec les gens, avec des employés, avec des pigistes, avec des gens autour de toi. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'écoute, il y a 400 pages le livre, puis là je serais rendu à peu près à moitié déjà. Je dévore les pages là, c'est vraiment 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 intéressant. Puis ça, en fait, ça se penche sur tous les mécanismes de base, des choses qu'on saisit pas, puis qu'on fait en fait sans s'en rendre compte, inconsciemment, avant de rentrer en relation avec quelqu'un, avant de débuter une conversation avec quelqu'un, juste quand tu serres la main, la façon que tu fais ça, les motivations, tout ce qui se passe dans la tête des gens, c'est vraiment, vraiment fascinant. Ça ressemble-tu à l'autre livre, là, que ça ressemble à ça? Ça s'appelle, c'est-tu l'art de se faire des amis, quelque chose comme ça? Ça, c'est différent. Ça, c'était pas Dale Carnegie ou quelque chose comme ça qui avait écrit ça au début du siècle. Là. Moi, j'ai déjà lu ce livre-là, How to Make Friends and Influence People. Là. Ce livre-là de Dale Carnegie était basé sur vraiment aucune science. Okay. Dans le sens que c'était sur son expérience personnelle, comment lui développait ses relations d'affaires, ses relations avec les gens, tout ça. Tandis que Guillaume Dulude, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il appuie son livre sur des expériences. Il relate un paquet d'expériences dans sa vie, un paquet d'expériences avec des gens qu'il a coachés, tout ça, mais aussi c'est appuyé par la science, toute la science qu'il y a derrière la psychologie des relations, les mécanismes de communication et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là. J'ai hâte de recommencer à lire la suite. Là. Le livre est pas loin de moi d'ailleurs. Là. Je le vois pendant que je te parle. Puis c'est vraiment, vraiment bien. Puis ça met les choses en perspective. Souvent, on pense qu'on est bon au niveau de la communication parce que, tu sais, on
on a de l'entre-gens, mais il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Puis pour se donner des buts quand on a des conversations, quand on entre en relation avec les gens. C'est une belle lecture. C'est québécois en plus. Guillaume Duluth, c'est un Québécois. Fait que ça permet aussi d'encourager quelqu'un d'ici. Donc, c'est ma première suggestion, moi, cette semaine. That's it. Puis, tu lis-tu plus en français ou en anglais? Les deux. Okay. Les deux, je sais pas. Il y a des moments dans ma vie où je lis plus en anglais, des moments plus en français, mais tu vois, là, comme les autres livres que j'ai à côté de moi, c'est Atomic Habits, je vais en parler tantôt, mais Atomic Habits, Braiding Sweetgrass, Shoemaker, puis le dernier est un autre livre en français là, de quelqu'un, un auteur bien connu, je vais en parler aussi tantôt. OK. Mon deuxième, moi, ça s'appelle Influence, The Psychology of Persuasion. Je sais pas si tu connais ça. De Robert Cialdini. Non, mais j'étais en train de lire un livre dont le titre ressemble beaucoup à ça. C'est parmi un truc que j'ai commencé puis j'ai pas encore fini de lire, mais de marketing. En tout cas, le titre ressemble. Là, je l'ai pas avec moi, je l'ai pas amené ici, mais le titre se ressemble. C'est par rapport au marketing, l'influence puis tout ça. Mais vas-y, je t'écoute. C'est pas par rapport au marketing comme tel, mais c'est très rapproché parce que dans le fond, c'est là, c'est lui que je suis en train de lire présentement, entre autres. Que je suis pas rendu très loin. Mais puis ce que quand je te demandais tantôt si tu le lis en français ou en anglais, moi il est en anglais. Puis c'est ça, j'ai avoir su, mon père l'avait en français. Fait que je l'aurais pris en français parce qu'il y a des concepts quand même assez c'est psychologique pas mal, là. Mais ça parle de tous les concepts de... Tu sais, en fait, tu relates à tous les concepts de marketing, dans le fond, comment influencer les gens à prendre des décisions ou agir selon ce que tu veux, comment tu veux qu'ils agissent. Fait que là-dedans, tu as toutes les notions de social proof, tu sais, qu'on parle souvent avec les médias sociaux, qui sont l'acceptabilité sociale, mettons. Là. Toutes les notions de scarcity, dans le fond, de quand tu parles de quand tu fais des promotions, mettons, puis que elle a une date limite, une date d'échéance, mettons qu'il reste, mettons, 3 jours à la promotion, c'est un effet de scarcity. Tous des principes comme ça, dans le fond. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant aussi. Puis comme je te dis, ça s'applique vraiment à mon domaine. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'aller des choses comme ça, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine, tu sais. Quelqu'un qui veut demander une promotion ou quoi que ce soit, tu sais, c'est un peu comment influencer les gens, dans le fond. OK. Puis moi, j'aime bien ça, ces affaires-là, qui ont un côté un peu plus psychologique, si tu veux. Est-ce que c'est... Comment je dirais ça? Est-ce que c'est parce que tu sais, des fois, on lit des livres que... Il y a deux choses. Des fois, on lit des livres, puis là, ça va susciter quelque chose chez nous autres. Ou des fois, on lit un livre parce que on va aller au bout tu sais, mettons, d'une idée ou je sais pas, d'un espèce de désir inassouvi ou quelque chose comme ça. Ce livre-là, c'est-tu un peu ça? C'est-tu parce que toi, tu cherches à aller beaucoup influencer, puis beaucoup... Non, en fait, non, c'est juste, c'est comme il y a des études de cas comme telles dedans, des expériences, si tu veux, scientifiques qui ont été faites. Okay. Fait que c'est vraiment une bonne mise à jour de concepts assez fondamentaux en marketing, mettons, parce que on s'entend le marketing, c'est l'art d'influencer aussi les acheteurs, là, dans le fond. Absolument. Tu veux vendre un produit, un service, peu importe, faut que tu utilises de l'influence. Fait que tous ces concepts-là, dans le fond, tu peux mettre en pratique soit quand tu fais de la rédaction, soit que tu fais, je sais pas moi, de l'infolette, de la publicité sur les médias sociaux, de la publicité à la télé, de la publicité n'importe où, dans le fond. Fait que c'est tous ces concepts-là, dans le fond. C'est comme un aide-mémoire aussi, si tu veux. J'aime beaucoup, je sais pas toi, mais tu sais, moi, maintenant, je vais beaucoup plus privilégier des livres, justement, comme celui que tu viens de parler là, où il va y avoir des études de cas aussi. Où, tu sais, il va y avoir de l'espèce de benchmark de quoi pour supporter qu'est-ce qui est dit. Je trouve que, puis il y en a de moins en moins, puis Dieu merci, là, mais tu sais, avant, il y avait beaucoup de livres juste je sais pas, là, tu sais, de conseils un peu fluff, un peu, un peu à la coach de vie, des fois, quand tu lisais des livres, ça ressemblait à de la croissance personnelle, puis il y avait vraiment rien de tangible, on dirait, ou de concret, là, tu sais, là, pour avoir du matériel. Mais tu sais, Robert Cialdini ou Cialdini, je sais pas trop, en tout cas comment le prononcer, mais c'est quand même c'est
pas un épais, là. C'est un professeur, dans le fond, à l'Université de l'Arizona en marketing. Psychologie et marketing. Ce livre-là s'est vendu au-dessus de 5 millions de fois. Et boy, quand même, hein. Ouais. Puis là, ben là, tu vois, l'édition que j'ai, c'est nouvelle édition New and Expand. Fait que dedans, t'as des nouvelles études, mettons, puis des exemples. T'as un autre chapitre sur le principe de l'unité. T'as des nouveaux insights pour des business digital numériques, mettons. Fait que ça, c'est bon aussi. T'sais. OK. Wow, très cool. C'est ça, c'est la psychologie de la persuasion. Fait que comment rédiger tes textes, ces choses-là, ça va... ça va. Mais tu sais, en même temps, ça marche aussi. Exemple, il y a un exemple au début dans le livre, il est à l'épicerie, puis il essayait de faire un test à savoir, tu sais, comment que les gens pourraient le laisser passer en avant d'eux pour payer plus vite. Fait en demandant simplement, je peux-tu passer en avant de toi, tout le monde dit non, mais en disant, je peux-tu passer en avant de toi parce que je suis pressé, là, ça fonctionnait plus, tu sais. OK. Fait que, c'est tout des petites affaires comme ça, mais comme il explique bien les choses, puis c'est pour ça, des fois, je te dis, il y a des termes où, tu sais, c'est un gros livre, là, c'est comme 550 pages à peu près. OK. Fait que, tu sais, en anglais, je lis très bien en anglais, mais c'est juste que des fois, on dirait qu'il faut que ton cerveau prenne le temps de processer certains mots, des fois, là. Ouais, mais, ouais. Ben, ouais, effectivement. C'est moins, je trouve ça... Mettons, le lire en français, je pense que je vais emprunter celui-là à mon père. Pour justement aller plus loin ou en tout cas plus en profondeur d'un principe dans les C'est ça. Tu sais, en général, les livres de marketing, ces affaires-là, je les lis en anglais en général parce que toutes les grosses plateformes, puis le plus d'informations que tu retrouves en ligne, généralement, est en anglais. Fait que c'est sûr que j'essaie d'avoir le même langage, mettons, puis les mêmes mots. Là. Ouais. Mais dans des livres comme ça, de psychologie, puis ces choses-là, en français, ça fonctionne aussi. OK. Ouais, c'est ça, c'est les concepts à maîtriser des fois qui sont... C'est ça. Okay. Influence de Robert B. Cialdini. Good. J'y vais avec ma deuxième suggestion. Yes. Shoemaker. Le livre... des choux, des souliers. Ouais, exactement. J'avais lu Shoe Dog, de l'histoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Ouais. Qui était vraiment écoute, j'en profite pour le dire, là, ça peut être quand même une très bonne suggestion. Là. L'histoire est vraiment palpitante de la création de Nike, comment ça a commencé, c'était quoi le nom de l'entreprise au début, pourquoi ça s'appelle Nike. Tout ça, c'est tout un odyssée que ce monsieur-là, Phil Knight, a vécu pour en venir à la création d'un des icônes les plus connus, tu sais, de toute la culture populaire aujourd'hui. C'est plus juste une affaire de sport Nike, c'est une affaire de, c'est justement, là, tu sais, c'est un item de mode, de culture, le swoosh, tout ça. Fait que très, très bon livre. Mais là, c'est Shoemaker, c'est l'histoire de la fondation de Reebok, en fait. Sauf que la fondation de Reebok, c'est plus une histoire de famille, en fait, que Phil Knight, que lui, c'est une histoire vraiment de lui tout seul avec des associés au fil du temps et tout ça qui a créé Nike. Là, pour ce qui est de Reebok, ça vient c'est une famille anglaise, en fait, Reebok. Donc, c'est vraiment différent, là. Tu sais, Phil Knight, c'est vraiment la culture du rêve. Non? C'est pas une bio... écoute, je l'ai pas lu encore. Fait que c'est un livre que j'ai avec moi, là, qui m'a suivi. J'ai pas pu le commencer encore parce que, justement, là, je suis tombé là-dessus. Je l'ai vu dans une librairie. J'avais lu l'histoire de Nike, là, de lire l'histoire de Reebok, qui sont vraiment deux histoires complètement différentes. Tu sais, l'histoire de Nike, c'est un peu aussi le rêve à l'américaine, là, quand tu lis le livre. Là, quand Phil Knight a développé Nike, au début, ça s'appelait Blue Ribbon. Ouais. Il y avait beaucoup justement là, le rêve américain, le capitalisme, toute l'espèce d'ambiance des années 60-70 aux États-Unis. Là, pour Reebok, c'est vraiment quelque chose de différent. Là. C'est une approche complètement différente. Famille anglaise, c'est ailleurs. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer à lire ce livre-là. Pour voir en fait la différence de culture qui a mené deux entreprises. Je veux dire, Nike et Reebok, c'est deux très grandes entreprises. Reebok, ça demeure aussi une marque très forte aujourd'hui, et dans le sport, et dans la culture, et dans la mode. Fait que ben hâte de voir c'est quoi les différences au niveau de la création de ces deux entreprises-là. Cool.
Yes! Cool. Fait que moins business dans ce côté-là. Ben, moins business. Ben, c'est un livre de business comme tel, mais c'est plus inspiration, mettons. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a tout le temps, c'est ça, il y a tout le temps des choses inspirantes à aller chercher dans des livres, des subtilités, des anecdotes. Tu sais, ces livres-là sont souvent remplis d'anecdotes, de choses qui se sont passées, que tu peux mettre en relief avec des choses que toi tu vis, mettons. Tu sais, c'est tout le temps ça aussi, c'est important et c'est intéressant de voir ce que d'autres qui sont passés avant toi ont vécu, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans des situations similaires à ce que toi t'aurais pu vivre aussi, là, tu sais, là. Fait que à travers les anecdotes puis les histoires, je trouve qu'il y a tout le temps quelque chose d'intéressant à ressortir de ça. OK. Yes. Cool. Ouais. Fait que mon troisième, c'est quoi? Dis-moi, Shoemaker de Joe Foster. Mon troisième, c'est un autre livre que j'ai déjà parlé aussi, qui est un livre de Mark Manson qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah oui! En français, L'art subtil de s'en foutre. Ouais. Et c'est aussi l'auteur de Everything is Fucked que j'ai pas lu, mais c'est ça. Fait que c'est comme un livre un peu humoristique. Ben pas humoristique, mais un peu. Puis de la manière que c'est écrit, tu sais, juste avec le titre, ben vous vous doutez bien que c'est quand même écrit de façon tu sais, sans retenue, mettons. Fait que c'est quand même c'est super. En fait, c'est un livre de un peu de développement personnel, si tu veux, parce que dans le fond, l'idée du livre, c'est de dire dans la vie, dans ta vie, tu as un nombre maximal de fuck que tu peux donner, mettons, de fuck to give, là, tu sais, que tu peux. Ouais. Fait qu'il faut que tu choisisses lesquels qui sont importants pour toi. T'sais. Fait que tu sais, il y a un paragraphe, mettons, sur l'importance de dire non. T'as des paragraphes sur, tu sais, mettons, qui te dit, tu sais, t'es pas quelqu'un de spécial comme tel. C'est tout un peu une approche un peu contre-intuitive, si tu veux. Des fois, tu lis ça, puis t'es comme, mais voyons, mais quand tu y repenses après ça fait du gros sens. Fait que, puis là, c'est ça, moi, tu sais, là, je suis rendu, j'approche de la fin. Je suis rendu justement dans la partie, l'importance de dire non. Puis ça, c'est quelque chose je pense, ben du monde ont de la misère avec. Mais on a déjà fait en fait un podcast là-dessus, je pense, en plus. Hein, dans les débuts, on avait fait un podcast sur être capable de dire non. Ah, je me souviens de ça. Ouais. Puis écoute, ça demeure à ce jour encore, je pense, pour tellement de monde, puis je me compte là-dedans. Là, mais tu sais, écoute, t'es dans un chapitre du livre qui est essentiel, qui est pertinent, puis je pense que cette espèce de dilemme-là va être éternel. Même si tu les livres, il y a tout le temps des fois dans ta vie où tu vas avoir de la misère à dire non. Là. C'est ça, exact. Fait que non, c'est un bon petit livre, pas trop gros non plus, là, tu vois, il y a à peu près 200 quelques pages. Il est rendu dans ma pile de livres à lire aussi. Je l'ai pas commencé encore, mais je suis content que t'en parles puis que tu tu l'as acheté? Ouais, je l'ai. Ben écoute, je l'avais donné en cadeau déjà, puis à un moment donné, je me suis dit, je vais me l'acheter pour moi aussi. Là. Fait que je l'ai toujours pas commencé, mais il est dans ma pile de livres à lire. Tu vois juste le dernier chapitre, ça s'appelle And Then You Die. Ok, mon Dieu. Fait que, non, pas sûr je vais le lire, celle-là. Non, mais c'est vraiment un livre, dans le fond, pour relativiser les choses, là, plus, là, tu sais, dans le sens que, c'est ça, il y a bien des affaires souvent que tu t'en fais dans la vie que finalement, tu devrais pas, puis tu devrais juste laisser passer, tu sais, ces choses-là. Fait que ça te montre à choisir, à accorder, mettons, la bonne importance aux bonnes situations. C'est clair. Cool. Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, un autre très bon livre. Il est très orange, le livre. On peut pas le manquer. Il est très orange, tu peux pas te tromper. Tu peux pas le manquer dans une librairie. Il est comme un cône. Hein. Tu peux pas passer à côté. Cool. Très cool. Yep. Alright. Ma troisième suggestion est un livre que j'ai commencé dernièrement, puis en anglais aussi. Atomic Habits. Qui est Tiny Changes, Remarkable Results. Puis c'est James Clear qui écrit ce livre-là. En fait, c'est intéressant, l'approche du livre, puis je l'ai commencé, là, je suis au début du livre, mais l'approche, c'est de dire la prémisse que s'il y a des problèmes dans qu'est-ce qu'on fait, par rapport, mettons, à notre rendement au travail, dans nos relations, dans ce qu'on fait dans la vie, peu importe, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, c'est pas nous le problème, mais c'est des choses ou des mesures ou des moyens
qu'on a qui sont pas bonnes. C'est des habitudes qu'on a pris, des mauvais plis, en fait, qu'on a pris. Puis c'est un espèce de petit guide, puis là, comme je t'ai dit, je suis au début, puis là, j'ai hâte de voir où il va nous amener avec ça, de changer ces mauvais plis-là, de nous amener à faire ça. Puis on sait, en fait, je pense qu'on en a déjà parlé aussi, tu sais, plus on vieillit, plus c'est difficile de changer des habitudes qu'on a parce qu'elles sont ancrées de plus en plus dans notre quotidien, dans notre façon de faire. Mm-hmm. Mais ce livre-là, c'est quand même un outil pour nous aider à peu près je te dirais, à déconstruire, ou en tout cas, à déconstruire puis reconstruire de la bonne façon certaines habitudes pour avoir des meilleurs résultats. Fait que, vraiment intéressant. C'est un livre de pas loin de 300 pages. Okay. Mais j'ai hâte là, d'aller plus loin dans le livre. Je trouve que l'approche est intéressante aussi. Là. C'est de dire de pas se faire taper sa noix encore à se dire que c'est nous autres le problème puis c'est nous, mais juste de dire il y a peut-être des choses que tu fais que tu peux améliorer. Puis voici des pistes de solutions pour changer des mauvais plis que tu pourrais avoir. Fait que c'est aussi un autre livre de développement personnel. Ouais, c'est un autre livre de développement personnel, puis je pense que, tu sais, justement, c'est un livre, j'aime bien les livres aussi, là, tu sais, tu peux appliquer et dans la vie de tous les jours et dans ta vie professionnelle, là. Je trouve ça tout le temps le fun comme angle aussi, là. Il y a pas juste le travail dans la vie, puis il y a pas juste le côté personnel dans la vie, c'est un ensemble de choses. Fait que je trouve que c'est un bon outil, c'est un bon ouvrage auquel se référer. Fait que c'est plus des conseils sur quoi, des mauvaises habitudes dans le fond à changer? Ben c'est de t'aider à identifier en fait ces mauvaises habitudes-là et de quoi mettre en place pour les améliorer avec des exemples. Tu sais, là, tout le temps des exemples, du benchmark, des choses. Ça me faisait penser à The 7 Habits of Highly Effective People. Là, oui, c'est pas. C'est qui écrit ça déjà? Il y a un œuf sur le cover. Stephen Covey. Exactement. Avec il y a un œuf en or dessus sur le livre. Là. Je me rappelle, il est chez nous dans la bibliothèque. Là. Ouais, en fait, moi, il n'y a pas un œuf, il est bleu, puis bleu et blanc. Et la couverture change dépendamment des. C'est un très bon livre, ça aussi. Hein. Ouais. Fait que je pensais que ça ressemblait à ça, mais ça m'intéresse. Ouais, écoute, je pourrais te le prêter. Je les note toutes, en fait. Excellent. On ne s'est pas parlé avant, puis je les sais pas. Excellent. C'est bon. Un autre. Une dernière suggestion? Ouais, un autre que j'aime bien, que je suis on va dire à peu près à la moitié, qui est aussi 450 pages à peu près, c'est The Copywriter's Handbook, a Step-by-Step Guide to Writing Copy That Sells, de Robert W. Bly. Fait que c'est un livre, en fait, là, très marketing là, sur le copywriting. Fait que le copywriting, c'est l'écriture publicitaire, dans le fond. Fait que c'est la 4e édition. Puis, dans le fond, là, ils ont rajouté justement une section pour l'ère numérique. Parce que, dans le fond, tu n'écris pas de la même façon en ligne que dans un journal, mettons, ou bien dans d'autres types de médias. C'est ça. Fait que c'est vraiment un livre, tu sais, step by step, là, comme tel. Là, c'est un guide pratique, mettons, si tu veux. Fait que ça, c'est le genre de livre que tu peux lire plus qu'une fois aussi. Mais c'est tous des trucs là, de comment rédiger, faire des titres accrocheurs, toutes ces choses-là. Là. OK. Ouais. Très cool. Très bon livre. Copywriting. The Copywriter's Handbook. Ouais. Copywriter's Handbook. Ouais. Excellent. L'auteur, c'est? Robert W. Bly, B-L-Y. OK. Le livre est très jaune. OK, si on veut, en opposition à l'autre qui est très orange, lui, il est très jaune. Lui, il est très jaune. Jaune et bleu. OK. Mais principalement jaune. Ouais. Bon, pour supporter l'Ukraine en plus. Toute personne, normalement, beaucoup de gens, en fait, qui font justement de la rédaction persuasive ont lu ce livre-là. OK. Intéressant. OK, fait que c'est pas un nouveau livre, c'est un livre qui date quand même déjà. Édition, OK, quand même. Ce livre-là a été écrit dans le temps tu sais, pour les business qui écrivaient, mettons, des publicités dans les journaux, là, puis sur des pages ou dans des revues, dans des affaires de même. OK. Fait que, il a été adapté à l'ère numérique aussi, mais les concepts quand même, il y a des concepts aussi psychologiques dedans, un peu de persuasion, si tu veux. OK. Parce qu'il faut que tu écrives ça revient un peu avec l'autre livre de l'influence, dans le fond, ça va ensemble un peu. Parce que dans le fond, c'est de l'écriture persuasive là, de copywriting, c'est écrire des textes de vente. OK. Excellent. Ouais. Good. Toi, en as-tu un... J'en ai un dernier à proposer, un petit livre, un petit ouvrage, un petit livre de poche vraiment sympathique par un auteur québécois bien connu. Tu connais-tu Normand Baillargeon? Normand Baillargeon. Ouais. Non.
Non. Ok, Normand Baillargeon, c'est un philosophe, c'est un intellectuel, il a enseigné, il a déjà été à Tout le monde en parle, il a été invité, il est vraiment intéressant, il aime beaucoup parler de l'éducation, du système d'éducation, tout ça. Et son livre, son petit guide vraiment le fun, c'est Petits cours d'autodéfense intellectuelle. Là. Et, j'ai déjà entendu ce nom-là. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, ça fait, je pense que ça fait une dizaine d'années, je me trompe ok, pas. non, fait que pas intéressant, mais j'ai déjà entendu ce nom-là. Ouais, Petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, vraiment un livre intéressant. Je l'ai acheté cette année, j'ai commencé à le lire, c'est sympathique. Puis en fait, l'approche elle est simple, tu sais, de se dire puis écoute, c'était quand même il y avait de l'anticipation quand il a écrit ce livre-là. Je viens de regarder pour être sûr, c'est 2005 qui a été publié la première fois. Un peu plus que 10. Ouais, puis écoute, il y avait de l'anticipation, ou en tout cas, il était visionnaire, peu importe. Mais c'est déjà à l'époque, il disait avec l'importance que prennent les réseaux sociaux dans nos vies, l'importance que le web prend dans nos vies à se faire bombarder d'informations continuellement, puis de l'information qu'on a peine et misère à vérifier. C'est important d'avoir des notions de base, puis de ramener tout le temps des notions de base pour la défense intellectuelle, pour être capable de se prémunir de, mettons, exemple, à des informations ou des informations qui pourraient être erronées, à croire tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux et à croire aussi tout ce qui est véhiculé dans les médias conventionnels, parce que des fois, au volume, on peut se rendre compte, il y a peut-être des nouvelles, des fois, qui sont un petit peu plus, qui ont été moins vérifiées, qui sont moins vérifiables. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. C'est plus personnel, mais je pense que de lire un ouvrage comme celui-là pour maîtriser les petits outils fondamentaux là, pour se... Moi, il y en a une couple qui ne l'ont pas lu dans le temps de la pandémie. Ah, mais je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire, pour vrai. Je pense que c'est un ouvrage, un petit livre que tout le monde devrait avoir proche de... C'est combien de... C'est quand même 300 pages, mais il est fait en format de poche. Fait que ça se lit quand même bien, puis ça se lit quand même vite. Mais tu sais, avec ça, format de poche, moi, je trouve que c'est écrit tout petit. Ouais, mais écoute, c'est pas si pire que ça quand même. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que ça se lit vite, là, c'est parce que c'est pas écrit si petit que ça. Fait que vraiment intéressant. Puis tu sais, comme je te disais, d'aller dans les choses de base là, pour être critique, là, tu sais, le langage, la logique, la rhétorique, les statistiques, les probabilités, les nombres, toutes des choses comme ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tout le livre est écrit beaucoup aussi basé sur son expérience personnelle et sur la science, parce que lui, c'est quelqu'un quand même en étant philosophe, il se rapporte et il s'appuie beaucoup sur la science aussi. Donc, vraiment intéressant. C'est un beau petit livre. Puis encore une fois, je reviens à ce que je disais tantôt. Tu sais, aujourd'hui, j'ai présenté 2 livres qui étaient plus anglophones. Mais là, celui de Guillaume Duluth et celui de Normand Baillargeon, mais ça encourage des auteurs d'ici, des gens de chez nous qui écrivent des outils de référence vraiment, vraiment sharp. Les derniers livres en français que j'avais lus, ça fait longtemps. Je pense que j'avais lu le livre de Luc Poirier, Voir grand. OK. Intéressant. Ouais, plus cool. Alright. Petite anecdote. Good. Fait que, c'est bon, je pense qu'on a donné quand même, 8 livres. Oui, pour la période estivale. La période estivale. C'est sûr que c'est pas une lecture nécessairement de détente sur le bord de la plage, là, mais ceux qui sont en business ou qui veulent approfondir certaines traits de leur personnalité et tout, c'est des livres de développement personnel, puis de business, puis de psychologie. C'est des très bons livres. Yes, sir. That's it. Fait que, ben ouais, en fait, comme on a dit au début, on va peut-être prendre une petite pause la semaine prochaine. Fait que, attendez-nous pas la semaine prochaine, mais cette semaine, on est là. Fait que... Juste rappeler nos plateformes, justement, avant qu'on parte en vacances. Ouais, c'est vrai, si vous voulez rattraper des épisodes que vous n'avez pas encore regardés, vous pouvez le faire sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud et sur Apple Podcasts. Et si vous voulez aller sur nos médias sociaux, on est sur Facebook où on poste à chaque semaine les nouveaux épisodes. On est sur Twitter, @2martini. Sur Facebook, c'est Entre Deux Martini. Et si vous voulez nous écrire, peut-être que vous avez des suggestions de livres aussi à nous proposer ou que vous voulez participer au podcast ou que vous avez des questions, c'est Entre2Martini @gmail.com. Entre2Martini, tout en lettres. Fait que, sur ce, as-tu un petit mot de la fin avant la fin de tes vacances? Bonnes vacances. Ça va être ça mon mot de la fin. Marc, toi qui pars dans les prochaines heures, je t'en souhaite des belles. Profite-en bien, repose-toi bien. Profite
vient de la fin de son séjour. On se reparle à notre retour. Merci, bonne semaine.